Dans les journées de 17 premières, il y avait si peu d'apparence qu'il est complètement éclaté. Le lendemain, que Jeanne et moi, nous allons passer la soirée au bal, où il restait une partie de la nuit et que j'ai quitté à minuit parce que mon service commençait à 7 heures. Le lendemain, à 6 heures du matin, les 60 officiers de quartier étaient réunis dans le culte du général, rue de la Victoire. Le général leur expliqua avec chaleur l'état désespéré de la République et leur demanda un témoignage de fidélité à sa personne. Elle est sûrement de rester fidèle de chambre. Il monta ensuite à cheval écureux au carrousel où il trouva Sébastiani à la tête de son régiment, le 5e des dragons. En entrant aux Tuileries, il trouva également la garde du directoire que le colonel avait devenu à la disposition du Conseil des Anciens. Les ministres de la guerre avaient cependant donné du jeu avant l'ordre au chef de cœur de ne pas faire un mouvement sans son ordre, sous peine de mort, mais autres qui se ministrent du droit de conseil n'inspiraient ni estime ni confiance. Les troupes étaient enchantées de se trouver sous les ordres du général Bonaparte. Leur enthousiasme était tel qu'elles n'auraient pas balancé un instant attiré sur le directoire si elles en avaient reçu l'ordre. Le 18 première, le général Bonaparte se présenta à la barre du conseil des anciens présidé par M. le Mercier. Il reçut arrêté par lequel il était nommé général en chef des troupes de la première division et l'ordre de se porter le lendemain matin sur Saint-Cloud, où les deux conseils devaient tenir leur séance. Effectivement, le lendemain, la majorité des deux conseils se réunit au château de Saint-Cloud. Le général avait exigé du président du directoire Goyer qu'il donnât sa démission, mais celui-ci refusa. Étant un véritable homme de loi, établit ce refus sur l'inconstitutionnalité de l'autre. Sa femme était restée près de Madame Bonaparte et il fallut lui dire peu obtenir la soumission de son mari. Le conseil des anciens peu nombreux avait été établi facilement dans un des grands appartements, mais le conseil de 500 qui devait tenir séance dans l'orangerie ne pouvait encore se réunir parce que les préparatifs n'étaient point achevés. La séance ne s'ouvrit donc que vers 3 heures. C'était Lucien Bonaparte qui l'a présidé. Les esprits étaient fort animés. Les amis du directoire paraissaient plus nombreux qu'il avait. Tous se montraient indignés d'une mesure qui, avec les caractères d'un coup d'État, présentait encore une violence liberticide. Selon leur expression, est une violation juste de la Constitution. À peine la séance fut-elle ouverte que l'un des membres fit la motion de faire le serment individuel et la tribune de fidélité à la Constitution de l'an 3. Le général m'avait donné l'ordre de rester dans la salle et de venir lui rendre compte de tout les 5 minutes de ce qui s'y passait. Cette opération de serment avait sans doute pour de gagner du temps et surtout de la prolonger jusqu'à la chute du jour. Pendant les 5 minutes, il n'y eut que 3 serments de prêter. Il était donc clair qu'il se serait écoulé plus de 5 heures avant que l'opération fût terminée. Allez en rendre compte au général Bonaparte. Je l'ai trouvé se promenant avec assez d'agitation dans une pièce qui n'avait pas tout meuble que 2 fauteuils. Si elle était seule avec lui, assis près de la cheminée devant un fagot tout chiqué, excité à brûler avec un morceau de bois, car il n'y avait pas même de pincettes. Après m'avoir écouté, le général Bonaparte se tourna vivement vers Sieyès et lui dit « Eh bien, vous voyez ce qu'ils font ?»
Oh, répondit lentement Cédélia. Chérie, une partie de la Constitution passe, mais toute la Constitution, c'est trop. Je me retirai dans la pièce voisine où j'ai trouvé une trentaine d'officiers d'état-major et le général Berthier au milieu d'eux. Toutes les figures étaient en danger. Tous avions l'air pensifs. Et quand je racontais tout bas au général Berthier ce qui se passait aux 500, je les vis pâlir et soupirer. Mais tout à coup, les deux battants de la porte s'ouvriront avec fracas et le général Bonaparte parut battant, des soufflés, des parquets, en s'écriant « Il faut te finir !» Tous se précipiteront sur ses pas et nous nous trouvons bientôt à l'entrée de la queue où venait de se mettre en bataille au régiment d'infanterie qui arrivait de Paris fit ressembler les officiers, les harangueurs pendant quelques minutes, puis tournant ce cheval, il revint au galop et pilla du grand escalier qui monta rapidement et il se présenta à la barre du conseil des anciens, les discours qui prononça et fidèlement reportés dans les journaux du temps. Mais l'agitation de son âme était portée à un tel point qu'il hésitait et que ses paroles ne pouvaient sortir qu'avec un extrême désordre à cette partie du discours où il parlait d'un grand complot ourdi contre la liberté. Un membre du conseil lui dit froidement « Général, il faut nous découvrir ce complot. » Loin de lui répondre, le général continua encore un peu à s'ébrouiller, mais enfin, retrouvant sa présence d'esprit, il continua d'une voix plus ferme et acheva son discours. Une partie du conseil avait partagé son émotion, l'autre jouissait de son désordre, et comme le conseil devait délibérer ou sortir, au lieu de rentrer dans l'appartement, il se dirigea vers le conseil de 500. Dans le vestibule étaient les grenadiers qui priront les armes. Les bruits qu'ils firent jeta l'air froid dans l'assemblée, et quand il se présenta, une foule de membres se précipita au-devant de lui avec des cris de fureur, au milieu desquels on distinguait les mots de dictateur. Il était tellement pressé entre les députés, son état-major, les grenadiers qui s'étaient précipités à l'entrée de la salle, que j'ai cru un instant qui allait être étouffé. Il n'y avait pas moyen d'avancer ou de reculer. Enfin, ce qui la compagnie en sentiront qu'il fallait lui offrir un passage et ils y parvinront après des violents efforts. Il redescendit alors dans la queue, monta à cheval et s'éteignant au bas de l'escalier. Il donna l'ordre qu'on alla chercher le président qui put s'échapper et vint se placer aux côtés de lui. Cependant, le désordre était au comble dans la salle et bientôt plusieurs membres se précipitant aux fenêtres qui donnaient sur le queue, se mirent à crier en les désignant de doigt. Pas le dictateur! Oh la loi! Dans ce moment, Monsieur de Talleyrand, Ono, la poète et quelques autres personnes avec lesquelles j'ai causé deviendront pâles comme la mort. Tous s'échapperont, à l'exception de ceux qui, j'ai nommé, c'est terriblement. Oh, la loi avait encore toute sa magie, et si un général de quelque renom se fût mis à la tête des soldats de l'intérieur, on ne peut calculer ce qui serait arrivé, mais le général prit son parti en donnant l'ordre au mural de faire évacuer la salle. Celui-ci mit le colonel Dujardin à la tête d'un piquet de grenadiers qui, traversant la salle au pas des chars, se retourna quand des feux au bout vers le membre que ressemblissent les bombes. Alors, ceux-ci sortant par tous les issues disparaîtront bientôt en se débarrassant de leur costume, qui consistait en une espèce de toga à la romaine et d'un bonnet carré.